bonne année bien sûr. Bon, je pense que vous serez d'accord avec moi, il est temps de sonner l'heure du changement. En commençant par cet objet qui a été récupéré sur une brocante et qui ne payait vraiment pas de mine quand on me l'a apporté, mais voilà, avec un peu de travail, d'organisation, de discipline, on arrive à restaurer des objets et en faire quand même de jolies choses. Alors qu'est-ce que c'est un cartel, un régulateur? Est-ce que c'est une comptoise? Alors non, parce qu'une comptoise, c'est une haute pendule de parquet régionale avec un balancier, faite en Franche-Comté, donc qui lui donne son nom. Donc ici, au départ, on partait plutôt sur un carillon mural. Mural parce que normalement, ça s'accroche au mur. Mais comme aucun de mes murs n'aurait supporté un tel poids, je me suis dit que d'autres personnes auraient eu le même problème, donc je lui ai ajouté des pieds. Un peu dans le même style que les appliques associées avec voilà, ce petit motif végétal, courbe contre courbe. Et d'un carillon mural, on passe à un petit meuble de style transition. Donc ce style qui allie les courbes des pieds, des ornements Louis XV et les lignes droites Louis XVI dans la structure du meuble. Alors quelles sont les matières? Eh bien on a du bois de loupe avec ces petits nœuds qui sont très caractéristiques. Le bois de loupe c'est un bois sur lequel il y a une anomalie avec une blessure, une piqûre qui va produire une excroissance sur les arbres. C'est un bois qui est très dur, mais on va découper ces excroissances en feuilles qu'on va ensuite plaquer sur des bâtis. On a également des ornements qui sont en bronze et pas en laiton, qui sont maintenus par de simples clous. Ils sont très simples avec quelques motifs, ici sur le fronton, des motifs végétaux, de feuilles de lierre. Pour les parois de vitre, on est bien sûr sur du verre, pour qu'on puisse voir le mécanisme d'horlogerie et le balancier. Alors je ne peux pas vous expliquer le mécanisme parce que je n'y connais rien, ni en horlogerie, ni en rouage. Moi, j'ai simplement dépoussiéré ce mécanisme, nettoyé les marteaux, changé les ficelles qui mettent le mécanisme en mode silencieux, on dirait aujourd'hui. J'ai bidouillé, j'ai nettoyé, toujours dans le respect de l'objet, mais voilà, j'avoue que mes connaissances s'arrêtent là, et donc je ferai appel à un horloger qui voudra bien jeter un coup d'œil. Alors ça, c'était le son avant. Et ça, c'est le son après. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même une petite amélioration. Donc il sonne, il remplit bien son rôle de petit Big Ben, puisque c'est précisément un carillon qu'on appelle de type Westminster, qui reproduit la sonnerie de Big Ben à Londres. Et pour le faire chanter, ou tout simplement pour le faire fonctionner, on va utiliser la clé, dont on dispose encore, ce qui est parfois assez rare, qui va nous permettre de remonter les mécanismes. Un mécanisme permet de remonter la pendule en elle-même, un autre permet de remonter le mécanisme des marteaux qui sonnent l'heure, donc à gauche, et le troisième mécanisme permet de remonter les marteaux qui vont déclencher la sonnerie à droite. Et à l'intérieur du caisson, vous voyez en bas cette petite plaque signature de la marque Junghans. Alors Junghans, c'est une marque allemande qui a été fondée dans la deuxième moitié du 19e siècle, en 1861 plus précisément, dans la ville de Schramberg, donc dans le sud-ouest de l'Allemagne. Au départ, il ne fabrique que des pièces détachées, il faut attendre 1866 pour avoir les premières horloges complètes. La marque est d'abord symbolisée par un J dans une étoile à 5 branches, puis à partir de 1890, l'étoile prend 8 branches. Et au début du XXe siècle, c'est la plus grosse horlogerie du monde, et également la plus productive, avec quelques 3000 employés. C'est une usine considérable, avec des ouvriers qui sont qualifiés et spécialisés. Chaque ouvrier a sa tâche précise et on produit de façon industrielle. Alors, il faut entendre par industriel, encadré dans un travail d'usine. On ne parle pas du tout de chaîne de machines. Alors, dans la production Junghans, cet objet n'est pas un objet extraordinaire. Il va incarner la démocratisation des pendules, des horloges, qui vont être achetées par la nouvelle bourgeoisie ou des nouvelles petites fortunes. Donc, il a quand même été produit en quantité. Alors attention, je m'entends, en quantité ça ne veut pas dire en millions, ça veut dire en dizaines de milliers, peut-être en centaines de milliers. Mais en comptant que le bois, ça peut brûler, ça peut pourrir si maltraité, qu'au XXe siècle on jette plus facilement si ce n'est plus la mode ou si ça fonctionne plus, et puis que c'est un objet fabriqué en Allemagne, donc essentiellement acheté par des Allemands. D'ailleurs, la question de son arrivée en France se pose. Alors supposons un déménagement au début du XXe siècle ou un mariage franco-allemand, puisque les carillons et les pendules de parquet étaient très souvent offerts en cadeau de mariage à cette époque. Ce sont deux scénarios
très probable. Et puis au début du XXe siècle, je rappelle quand même que l'Allemagne a essuyé 2 guerres mondiales, donc les destructions immobilières et mobilières, c'est à prendre en compte. Et si on compile toutes ces données et ces informations, on n'est peut-être pas face à un carillon qui est extraordinaire, mais on est peut-être face à un carillon qui est l'un des derniers représentants de son modèle. Et puis c'est un modèle qui est représentatif d'une mentalité, d'un goût, d'une façon de se meubler. Ce modèle, c'est typiquement un modèle qu'on fait autour des années 1900 pour s'accorder avec le mobilier que les gens pouvaient déjà avoir chez eux. Les meubles hérités, et parfois du XVIIIe, du XIXe siècle. Dites-vous bien que le mobilier se transmet et qu'on n'achète pas n'importe comment comme la masse d'aujourd'hui. Alors là, on est face à un mobilier de style, mais Junghans suit aussi les modes, l'art nouveau, l'art déco, le Bauhaus allemand, etc. Et moi, qu'est-ce que j'en ai fait? Eh bien déjà, je lui ai collé des pieds. Ça crée un nouveau meuble et vous pouvez toujours poser quelque chose dessus, un beau vase avec une belle couleur, ou une boîte à thé, que sais-je, à vous de créer votre style, à vous de la sortir. Et en plus, quand vous êtes assis, c'est pile à niveau, vous n'avez pas besoin de lever les yeux, l'heure est pile à portée. Mais bon, pour être franc, il n'y avait pas que des pieds à coller. Nettoyage des bronzes, ponçage pour enlever le vernis précédent qui avait certainement plus de 100 ans vu l'état et la crasse que j'en ai tiré, puis revernissage propre, cire antiquaire, et j'ai envie de vous dire, c'est reparti pour 100 ans de plus. Alors les prix sont assez fixes pour ce genre d'objet, en prenant en compte le nettoyage, la petite restauration, la transformation, on tourne autour des 100-150 €. Sans ajouter le prix du coup d'œil de l'horloger. Alors pour un tel objet, il faut aussi se réhabituer au son. Le tic-tac, comme la sonnerie du carillon, mais souvenez-vous, voilà, qu'on est en 1900, ou en tout cas dans le premier quart du XXe siècle, on n'a pas forcément le téléphone, la radio, certainement pas de télévision et certainement pas d'internet. Les sons communs de l'époque, ce sont les sons de la nature ou de la maison, les sons de la ville ou de la campagne, le dialogue, la société. Alors c'est une autre façon de vivre, mais je vous assure que quand votre carillon sonne l'heure du thé ou du café, mais auprès de vos amis, je vous assure que ça en jette. Ça va aussi égayer vos dimanches d'hiver déprimants. Pensez à vos maisons de campagne, vous qui fuyez le confinement des villes, et si vous en prenez soin, c'est un carillon qui chantera pour vous très longtemps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner. Je vous souhaite à vous et au monde une bonne année 2021, en tout cas une moins pire que celle qu'on vient de passer. C'était Nicolas pour vous servir et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotech.